Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bienvenue à cet après-cours, cette rencontre de formation continue virtuelle pour les intervenants en formation générale des adultes. De l'analyse vidéo, comment on peut l'utiliser en mathématiques et en sciences. Il existe depuis un certain temps des logiciels qui permettent de faire l'analyse. Donc, on va faire un peu le tour aujourd'hui, voir qu'est-ce que ça peut faire, comment c'est utilisé, les principes de base d'utilisation de ces logiciels-là, puis quelques exemples pour montrer qu'est-ce que ça peut faire. Donc, deux modèles, l'analyse vidéo. Donc, on part d'un modèle vidéo, puis on analyse ce qui se passe à l'écran d'un point de vue scientifique ou mathématique. Et la modélisation vidéo, donc à partir d'une vidéo ou à partir d'une image, arriver à étudier le phénomène en créant des objets virtuels puis en leur affectant des valeurs initiales et des conditions initiales pour voir comment ça réagit dépendant des conditions qu'on met à ces objets-là. Il existe essentiellement trois grands logiciels. Il y en a quelques autres, des petits que vous avez peut-être trouvés sur le web, mais en fait, de grands logiciels remplis de fonctionnalités. Il y a Logger Pro qui est fait par la compagnie Vernier, qui est une compagnie qui fait aussi tout ce qui est expérimentation assistée par ordinateur, donc capteur de température, capteur de pression et compagnie. Le logiciel vaut environ 225 par poste. Il y a peut-être des moyens d'avoir des, des, des rabais là, si vous en achetez plusieurs, mais c'est le prix à la licence que j'ai vu là. Vous avez le lien ici. C'est un logiciel que peut-être vous avez déjà si vous utilisez ça, ce matériel-là, dans vos classes. Pasco, qui est l'autre grande compagnie qui fait de l'expérimentation assistée par ordinateur, un logiciel qui s'appelle Capstone. J'ai pas vu le prix parce qu'il faut faire une soumission là, pour avoir des prix. Fait que j'ai pas le prix, mais ça doit tourner autour du même chose. Alors que le dernier, c'est celui que je vais utiliser dans la présentation. C'est un logiciel qui est open source, qui est gratuit, qui fait de l'analyse et qui fait de la modélisation aussi, qui est écrit en Java. On n'a qu'à le télécharger puis à l'installer. Vous avez l'adresse ici. Puis je vous enverrai toutes ces adresses-là là, à la fin de la présentation. Le principe de base de l'analyse vidéo, ben, c'est qu'une vidéo, c'est fait à partir d'une suite d'images, puis qui joue à une certaine fréquence. On peut varier à 10, 15 images par seconde, jusqu'à, pour les caméras ultra haute précision qui font des ralentis et tout, jusqu'à 5000, 6000, 10 000 images par seconde. Habituellement, ceux qu'on retrouve sur le web ou ceux que les élèves filment avec leur téléphone ou leur caméra, ça tourne entre 15 et 60 images par seconde, ce qui est très suffisant pour en faire de l'analyse. Mais le principe, c'est que si on sait qu'il y a 30 images qui jouent à chaque seconde, on est capable d'avoir le delta t, donc l'espace-temps qui se présente entre deux images. Dans ce cas-ci, pour un à 30 images par seconde, ben, on a 0,033 secondes entre chacune des images. Puis vous voyez qu'à chacune des images, ben, la bille qui est lancée, elle s'est déplacée. Donc, on a le temps, on a besoin de marquer ensuite la position. Ben, la position, le logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet de déterminer un axe, un système d'axe 0,0. Donc, ce système d'axe-là se déplace. On peut le déplacer, on le verra tantôt, on peut le déplacer à notre guise dans l'écran. Par défaut, le 0,0 est au milieu de l'écran. OK? Et au milieu de l'image que vous importez ou de la vidéo. On peut le déplacer comme on veut. Puis si on regarde attentivement, on voit qu'il y a une petite barre, là, ça représente le X positif. Donc, on peut aussi faire tourner l'axe. On peut tourner l'axe pour le mettre, par exemple, si on a un plan incliné, on peut travailler avec l'axe dans le même sens que le plan incliné. Donc, on peut l'organiser comme on veut. Vous voyez aussi qu'il y a une ligne bleue ici. Ça demande un étalon de mesure. Okay? Évidemment, on a besoin d'avoir à l'intérieur de la vidéo quelque chose dont on connaît la mesure. Donc ici, chaque espace là, blanc représente 10 cm. Okay? Donc si on a quelque chose, puis là j'étalonne, donc je dis à l'ordinateur, je dis ben entre ce pixel-là puis ce pixel-là, c'est l'unité de mesure de l'ordinateur, ben ça vaut 0,4 mètres. Mais à partir de ça, si on sait que 0,4 mètres, ben ça représente, je sais pas moi, 100 pixels, ben après ça, lui, il fait les conversions, c'est uniquement par règle de 3 pour être en mesure d'établir les distances sur la vidéo. On verra qu'il est possible de s'en passer ou de travailler différemment à partir de d'autres mesures. Mais règle générale, on étalonne notre chose. Les meilleures vidéos pour en faire de l'analyse vidéo sont les vidéos qui sont filmées directement dans le même plan que se passe l'action pour pas avoir un effet de profondeur ou un effet de perspective qui vient, malgré il y a des fonctions qui permettent de corriger certaines parties de ces problèmes-là, mais on n'abordera pas ça aujourd'hui. Donc, c'est le principe. Euh,
on va voir un petit exemple, un ou deux exemples, on va voir comment il est possible de travailler à partir. C'est les mêmes principes dans tous les logiciels. Que vous ayez n'importe lequel logiciel, faut importer la vidéo, établir le système tax, établir les talons, puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on marque, on fait avancer le vidéo image par image, puis on marque la position de l'objet qu'on veut suivre dans le temps à chaque fois, puis automatiquement, le graphique se fait en temps réel. Je vais faire une petite démonstration. Je vais partager mon écran pour pouvoir observer le logiciel en temps réel. Donc, la vidéo a été insérée à l'intérieur. Pour insérer la vidéo à l'intérieur, on n'a qu'à faire Fichier, Ouvrir, puis aller sélectionner la vidéo dans notre système de fichiers et l'ouvrir à l'écran. Donc, la vidéo apparaît ici. En bas, on a le lecteur vidéo qui nous permet de voir la vidéo. Donc, uniquement d'écouter. Ici, j'utilise un film qui est une démo qui vient avec le logiciel. En fait, c'est juste un lancer d'une bille blanche avec une unité de mesure sur un fond noir, mais on verra qu'on peut utiliser n'importe quelle vidéo. Après ça, on peut trouver des vidéos sur YouTube et un paquet de choses qui est possible d'utiliser autre que ça. Donc, c'est pour la simplicité du vidéo. Donc, on peut jouer ici. En dessous de la bande vidéo, vous pouvez voir les petits triangles noirs. Ces triangles-là permettent de déterminer la section que je veux utiliser pour faire mon analyse. Si la vidéo est très long, j'ai pas envie que les images soient jouées très très longtemps. Donc, si j'en ai pas de besoin, parce que si je viens avant ici on voit qu'on commence, ici c'est le numéro de l'image. Donc, on est au frame à l'image 10 jusqu'à la fin. Si je m'en viens avant ça, ben, j'ai pas besoin d'analyser, c'est le lancer. Moi, je veux commencer vraiment à partir de la première image, à partir du moment où la bille ne touche plus la main. Donc, je pars ici, puis c'est la même chose pour décider où arrêter. Donc, c'est seulement des marqueurs qui nous permettent de sélectionner la vidéo. Donc, on revient aux étapes. Système DAX, ici, le petit bouton rose, on le voit, on clique, le système DAX apparaît. J'ai qu'à le déplacer pour l'installer à sa position. Je vais mettre 0,0 sur la bille au moment où elle lâche la main. La petite barre qu'on voit ici, c'est le X positif. Vous voyez que je peux bouger le X positif pour l'inverser, le tourner de côté, le placer comme je veux. Donc, ici, on a l'angle ici. On va remettre ça à 0. Ensuite, le ruban de calibration. Donc, apparaît à l'écran. Chercher ici. Donc, mon ruban de calibration que j'installe. Je positionne et je rentre la valeur. Le logiciel un petit peu. Le logiciel ne gère pas les unités. Alors ici, dans mon étalonnage, je ne peux pas mettre 4. Je mets, comme c'est là, j'en ai 4, mais je peux mettre 0.4 si je veux travailler en mètres. Je peux mettre 40 si je veux. Je peux mettre 40 si je veux travailler en centimètres. Je peux mettre, donc, c'est important de choisir une unité de mesure puis continuer de travailler. Donc, si je travaille avec une unité en mètres, tout le reste de mes calculs seront faits en mètres. Oups. Donc, une fois que tout ça s'est installé, on n'est pas obligé de les conserver visibles à l'écran si on trouve que en cliquant dessus, ils disparaissent. Ça me permet de ne pas l'avoir dans les jambes ou je peux le réafficher comme je veux. Il revient à la place où il était. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est créer un nouveau tracé. Donc dans Nouveau, nouvelle masse ponctuelle. Ça s'appelle la masse A. Je peux la nommer. Je vais l'appeler la bille. Et ce que je dois faire, c'est marquer cet objet-là à chacune des images. Donc, on voit que la position en X par rapport au temps est le premier graphique par défaut qui est là. On verra les différentes possibilités qu'on peut avoir tantôt. Donc, en venant sur ma bille, j'ai qu'à marquer la bille à chaque position. Donc, automatiquement, quand je clique, mon vidéo avance. On remarquera en bas que le curseur ici avance. À chaque fois que je marque ma bille à une place, on avance à la prochaine image. Vous voyez aussi que le graphique à droite ici se construit en même temps. Ça me permet de vérifier, par exemple, que est-ce que le lancer répond bien.
j'ai marqué les 10 positions. On voit à l'écran les différentes positions. Je peux reculer mon vidéo puis le jouer. On va le voir en même temps. Le graphique de X en fonction du temps est inscrit ici. Et si je le vois, il joue, on voit le petit curseur un peu surligneur par-dessus les points. Donc au fur et à mesure, on le voit. Donc j'ai marqué mon image à chacun des points et là, je peux analyser. Bon, on voit que la position de X en fonction du temps, ça me fait une belle droite. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vitesse constante en X. Je peux travailler et je peux avoir plusieurs données. Je peux avoir la position en Y. Donc, j'ai la position en Y. Position représentée ici par une parabole. On pourrait voir, on va aller dans les outils d'analyse. Donc, en faisant clic droit sur le graphique, je peux aller analyser. Il va s'ouvrir une autre fenêtre. Et sur cette fenêtre-là, on a les valeurs numériques ici. Et je peux faire afficher une courbe. Est-ce que je peux avoir une ligne, une parabole? Et on voit ici la déviation. On peut aller voir, là, plus on est petit, plus la correspondance, l'écart type, plus l'écart est petit, plus la courbe est correspondante. Et on a les paramètres ici qu'on peut voir d'équation de la parabole ici. On peut voir. On pourrait même changer ici pour avoir notre... J'ai pas mon X. Retourner ici. X. Analyser. Donc là, j'ai ma courbe en X sur laquelle je peux essayer. Là, on peut y aller avec une droite. Là, on a notre équation de notre droite ici avec les paramètres de la droite. Donc, vitesse constante de 1,7879 mètres par seconde en X. Donc, il est possible d'analyser. Évidemment, toutes ces données-là sont exportables dans Excel. Donc, je peux prendre mes données ici. Je peux sélectionner ceux que je veux, les afficher et les envoyer dans Excel pour différentes analyses. Donc, ça me permet de visionner différentes. Là, on voit, on peut dire, bon, c'est quoi la vitesse? Est-ce que la vitesse est constante? Est-ce que ça représente? Donc, on peut aller avec différents problèmes pour présenter à l'élève. Donc, le principe est fort simple, c'est de marquer à chacune des images la position d'un objet qui est en mouvement. Ça, c'est les fonctions d'analyse qui sont très simples. Évidemment, il y a plein d'options qui nous permettent d'agrossir, rapetisser, d'afficher juste quelques objets, les dernières marques de l'objet, de toutes les afficher, d'avoir les différents vecteurs. Parce qu'on est capable d'avoir, entre autres, dans ma position en Y, je vais retourner dans mon analyse, il est possible, par exemple, d'avoir la pente. En promenant mon curseur, je peux avoir la vitesse instantanée aux différents points en ayant la pente à chacun des points. Voir les différents aspects de ça. Donc, je vous présente un petit vidéo de à quoi, par exemple, en mathématiques, à quoi ça pourrait servir. Tourner dans mes documents. Non, vidéo. Ah non, c'est pas ça que je veux. Retourner en partage d'écran. Un instant. Donc, c'est un extrait vidéo d'un film qui nous permet de faire de l'analyse. Donc, évidemment, classique, on trouve une empreinte de pas, mais on n'a pas rien pour mesurer. Donc, en prenant une photo de l'objet directement à côté d'une pièce, d'un billet de 1$, ben, on peut faire le rapport. Donc, sur la photo, ce qui va nous servir d'outil de calibrage dans ce cas-ci, ben, c'est la photo, le billet. Donc, il nous permet, les mesures d'un billet américain de 1$, c'est 6,14 cm.
Donc, non, 6 pouces par exemple, pardon. Donc, 6,14 pouces. Donc, après ça, j'ai mon outil de mesure, parce que je peux mesurer ici donc la longueur de l'empreinte qui nous donne 10,56, qui fait à peu près une pointure 10. Donc là, on est juste dans des rapports. On pourrait aussi utiliser, il y a différentes choses. Hein. On peut utiliser ici un rapporteur d'angle qui nous permet aussi de mesurer, qui pourrait nous permettre de mesurer des angles de lancer. Donc, il y a différents outils à l'intérieur qui nous permettent de venir mesurer, étalonner ou échantillonner différentes choses. On peut le faire après ça, des captures d'écran, vous avez sûrement vu passer sur le web dans la dernière année, des analyses entre autres de Angry Birds, donc de voir l'oiseau qui est lancé à l'aide, est-ce que ça répond aux lois de la physique? Donc, le lancer, est-ce qu'il suit vraiment une courbe parabolique? Est-ce que la vitesse en X est constante? Est-ce que on a vraiment en Y une trajectoire parabolique qui fait que juste la gravité intervient? Donc, il est possible de questionner les élèves et les différents sur différentes vidéos. Quel genre de vidéos on peut utiliser pardon, avec les élèves? Bien, évidemment, il y a des vidéos, on en trouve des banques de vidéos sur le web, entre autres, et à différents endroits. Au plancher ici, on peut aussi utiliser filmer, demander aux élèves de filmer à l'aide de leur téléphone ou tout ça. Ils peuvent facilement filmer les expériences, entre autres les véhicules. On utilisait entre autres là, quand on faisait les vitesses, des rubans étincelles avec qui passaient quand les petits chariots qui passaient sur les rails. Bien, on peut filmer le chariot qui se déplace sur les rails. On peut filmer des collisions entre. On peut filmer des rebonds d'un ballon par terre ou quelque chose qui tombe en bas d'un arbre. Donc, les élèves peuvent même filmer et étudier leur propre phénomène sans problème, puisqu'on a juste à insérer après ça la vidéo à l'intérieur, puis de pointer, de calibrer. C'est juste de s'assurer dans la vidéo d'avoir un objet qu'on peut mesurer pour calibrer en fait la vidéo. Puis ensuite, on dit est-ce que c'est vraiment la gravité? Est-ce que juste la gravité? Quelle est l'influence de la gravité? Quelle est l'accélération? Quelle est la vitesse d'un objet? Donc, c'est toutes des choses qu'on peut aller chercher. C'est vraiment un outil d'investigation. Donc, l'élève utilise pour investiguer, pour questionner. Et on va voir que, bien évidemment, dans la vidéo, quand je la filme, la friction de l'air est là. Je ne peux pas l'enlever. Même si dans les problèmes réels de physique, on n'en tient pas compte en disant on la néglige, ben encore là, si on prend une bille en acier, puis on la fait tomber, puis on mesure, il y a des bonnes chances que tenir compte de la résistance de l'air, ça a peu d'influence parce que la densité par rapport à la résistance que ça a, c'est peu. Mais si je prends une balle de ping-pong, mais si je fais juste appliquer la gravité, mais probablement que j'arriverai pas à modéliser ou à arriver avec les choses parce que dans ce cas-là, la résistance de l'air a un certain impact. Mais j'ai pas besoin de la calculer. L'ordinateur s'en occupe, mais je comprends qu'elle existe. Et ensuite, avec ce logiciel-là, on peut faire aussi de la modélisation. Donc, par modélisation, quand je parle de modélisation, je veux dire que donc, il est possible de créer des objets virtuels, de définir les propriétés initiales de cet objet-là et de définir ensuite les forces qui agissent sur lui, puis de faire jouer le vidéo. Puis le vidéo, il va prendre les propriétés initiales, puis prendre les forces qu'on a définies, puis il va les faire agir sur l'objet virtuel, puis il va être possible d'observer son comportement de cet objet-là, dépendamment des propriétés initiales, puis des forces qu'on lui a mis, puis voir si ça correspond à la réalité ou ça correspond pas à la réalité. Je vais vous faire un petit exemple avec un lancer de basketball. Donc, la vidéo représente un lancer de basketball. Donc, si je le remets au début, donc c'est uniquement un lancer dans les airs. Lancer de basket. Je pourrais utiliser l'analyse pour analyser ce lancer-là, mais ce que je veux faire, je veux modéliser. Est-ce que je suis capable de me créer un ballon de basketball virtuel, puis mettre les forces et les propriétés initiales de ce ballon-là pour que le ballon virtuel suive le ballon réel? Donc, j'ai positionné mon système DAX 00 sur le ballon. J'ai étalonné ma vidéo ici avec 2 mètres pour le morceau qui était placé au plancher ici. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais me créer un modèle dans un plan cartésien. Et là, ça s'appelle le modèle A. Donc, j'ai créé mon modèle. Je peux lui donner un nom.
et je peux définir mon modèle. Donc, dans le modèle, par défaut, il y a uniquement une masse. Donc, l'objet a uniquement une masse de 1 pour aller voir. En haut, ici, on peut identifier jusqu'à de 6 à 46. Donc, d'identifier de quelle image à quelle image je veux que le modèle agisse. Ensuite, quels paramètres je vais avoir besoin pour modéliser ça? Ben, par défaut, il y a la masse, mais moi, c'est sûr que pour modéliser, je vais avoir besoin de la gravité. Donc, je vais appeler G. Excusez-moi. Et je vais fixer G avec la valeur de 9,8. Là, après ça, ben, qu'est-ce que j'ai besoin d'identifier? Le temps, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que la position... Excusez. Donc, en modélisant, évidemment, mon ballon ici, je dis, OK, non, c'est bon. Quelles sont les forces après ça qui agissent sur lui? Si je viens mettre en X, bon, pas de force en X, mais en Y, il y a la gravité. Là, les élèves doivent réfléchir à quelle valeur ils ont besoin, puis qu'est-ce qui agit. Alors, si je m'en vais comme ça, et là, à chaque fois que je fais play, vous voyez que le ballon est ici. Je vais le remettre à 0. Quand je fais play, oups, pardon, le ballon, là, le ballon virtuel est parti par en haut. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, on va voir que le G, c'est 9,8, mais où je mets moins 9,8 ou je mets moins G ici. Parce que là, mon ballon, OK, il s'en va par en bas. Mais là, j'ai un problème. Comment ça qu'il ne va pas à l'horizontale? Qu'est-ce qui manque? L'élève peut régler son objet virtuel sur l'objet réel. Là, on va y rajouter une vitesse. Je vais y mettre 3 ici. Ici, je vais y mettre 5 en Y. On va le repositionner à 0, 0. Donc évidemment, à force de jouer avec ça, je vais faire apparaître mon autre modèle qui est fini. Donc ici, masse 9,8, vitesse initiale à 3, vitesse en Y à 4,8, les forces qui agissent en Y tout au long, moins G. Donc on détermine les paramètres et ben, plus on joue avec puis on peaufine nos choses, ben, on est capable d'arriver à un objet virtuel qui correspond presque parfaitement à l'objet réel. Donc ça amène l'élève à voir quel paramètre a quelle influence. Si j'augmente la vitesse en Y, qu'est-ce qui va arriver jusqu'à temps que je trouve une vitesse qui a du bon sens. Si je change ma vitesse en Y ici pour 8, qu'est-ce que ça produit au niveau de la vidéo? La courbe est beaucoup plus haute. Donc c'est beaucoup trop. On va venir avec un 5. Donc quel paramètre a quelle influence? Puis d'avoir quelque chose. Donc déjà là, à 5, il n'y a pas une grosse différence correspondant à 4,8. Mais j'ai quand même une meilleure précision avec 4,8. Donc, il est possible de modéliser virtuellement l'objet pour arriver à la correspondance, la meilleure correspondance possible. Il aurait pu laisser rebondir le ballon et modéliser aussi le rebond, voir quelle est l'énergie qui est perdue au rebond, pourquoi il ne remonte pas aussi haut, l'élasticité des collisions. Et je peux avoir les graphiques aussi. Je suis capable d'avoir les graphiques de mon modèle. Ici, j'ai fait l'analyse. Je suis capable d'avoir les graphiques de l'analyse aussi. Je peux les placer différents
On va avoir plusieurs graphiques pour être en mesure de comparer les différents graphiques. Donc la position en Y, la position en X. Pour le modèle, pour l'analyse réelle qu'on aurait fait en pointant les objets. Donc, ça permet à l'élève de travailler. Puis là, on pourra avoir différents problèmes. Entre autres, on étudie, par exemple, les petits lanceurs de balles là, qui lancent une balle à un angle avec une force, puis on regarde la trajectoire. Puis là, on dit, OK, bien, si je veux avoir... si je veux que la balle elle tombe directement dans ce bol-là, quels devront être les paramètres. Donc, je peux modéliser le lancer pour après ça aller sur la table puis régler vraiment le lanceur de la balle, puis là, faire go, puis voir si j'ai réussi à modéliser, voir si ma balle a réussi à tomber, par exemple, dans le panier que j'ai positionné à cet endroit-là. Évidemment, on peut pas lancer, pour ça, si on parle au niveau de l'utilisation par les élèves, on lance pas les élèves dans un problème comme ça, en partant comme ça. Moi, je pense que c'est intéressant en premier d'analyser des situations, différents films. Quand j'enseignais les sciences, je l'utilisais, ben pas celui-là, mais j'en utilisais un qui était beaucoup plus simpliste, mais je l'utilisais avec des vidéos que les élèves m'apportaient, puis on faisait des petites présentations en classe, puis on analysait, par exemple, une vidéo trouvée sur YouTube d'un accident d'auto. Ben là, on était-tu capable d'arriver à déterminer la vitesse de l'auto? Ben là, dans tel accident, la vitesse, bon, on essayait, bon, ça ressemble à quelle sorte d'auto, telle sorte d'auto, ça devrait avoir telle longueur, puis on essayait de réfléchir à quels sont les paramètres qu'on est capable d'aller pour analyser. Entre autres, j'ai ici présenté un petit cours vidéo duquel on pourrait partir pour poser plein de questions aux élèves. Donc, la vidéo est ici. Donc, c'est des gens qui sont à l'intérieur d'un train, puis c'est des voitures antiques, puis on est en train de les rattraper. La vidéo ne dure pas très longtemps, ça dure 38 secondes. Là, à partir de cette vidéo-là, on peut étudier les différents extraits vidéo. La vitesse du train par rapport au sol, la vitesse du train par rapport aux autos ou par rapport à une des autos, la vitesse de l'auto par rapport au sol. Donc, on est capable de se placer dans différentes perspectives, puis en analysant, puis en réfléchissant à ce qu'on serait capable d'arriver. Donc, c'est une belle réflexion, une belle activité, mais on ne peut pas lancer l'élève tout seul là-dedans dans les premières fois. Il faut s'établir un plan de match sur un continuum qui dit, ben, OK, au début, on va faire de l'animation. Après ça, il y aura des petites analyses à faire avec un espèce de protocole fait sur papier qui dit, ben, mets ta vidéo, les principes, les différents principes de travail pour arriver à ça, pour éventuellement arriver avec des situations d'apprentissage plus complexes, entre autres, une qui pourrait ressembler à ça que j'ai ici, qui est une situation une situation en analyse vidéo, qui est une situation qui devrait apparaître à votre écran, qui est une utilisation avec Angry Birds. Donc, la situation, c'est, ben, il y a plein de jeux, c'est très attrayant, mais est-ce que ces jeux-là, comme Angry Birds, où on lance, est-ce que ça respecte les lois de la physique? Ou c'est juste créé pour avoir du plaisir? Et dans cet exemple que vous avez là, ben, il y a des extraits vidéo d'Angry Birds que les élèves peuvent utiliser. Si vous passez votre curseur sur l'image, cette image du iPad, il y a des points noirs qui apparaissent. Donc, vous avez 4 extraits vidéo. Vous avez 4 vidéos qui expliquent un peu l'analyse, comment ça fonctionne. Vous avez le logiciel tracker, le lien, une espèce de communication écrite des résultats, puis des différents logiciels d'aide. Donc là, on arrive vraiment dans une situation complète où l'élève dit, ben, si je veux vérifier si ça respecte, qu'est-ce que je dois aller voir? Ben, est-ce que la gravité est respectée? Est-ce que les vitesses sont respectées? Est-ce que les mouvements de tel type sont respectés? Donc, ils peuvent étudier les différents extraits vidéo pour arriver à dire, ben, ça respecte dans ça, mais dans telle circonstance, ça respecte pas. Donc, ça, c'est une situation sur l'analyse. Il y en a une ici sur la modélisation. La modélisation. Je vais vous ouvrir ça. Donc, la modélisation, c'est un truc un gars qui tombe en bas de sa chambre d'hôtel de tel étage, puis il est tombé à tant de mètres de ça.
Puis là, ben, il y en a qui pensent qu'il s'est suicidé, il y en a qui pensent qu'il essayait de sauter dans la piscine. Là, on va juste vérifier au niveau physique, est-ce que c'est possible qu'il soit parti en courant, qu'il ait sauté, est-ce que la distance qu'il est parti, qu'il est tombé. Là, on est dans un problème de modélisation. Donc, on imagine son corps qui est sur le bord de la fenêtre. Ben là, s'il a sauté en courant à telle vitesse, ben, jusqu'où il a pu se rendre de la distance du mur. C'est une modélisation d'un building, puis on doit faire une modélisation de la personne qui saute. Ben, si elle court à telle vitesse, elle peut se rendre le maximum qu'un être humain peut courir ses temps. Il serait rendu à telle distance du mur en bas de l'hôtel, alors que s'il est sauté en marchant ou si on l'a poussé, ben, d'arriver à étudier les différentes possibilités en modélisation avec une vitesse initiale horizontale de temps, avec une vitesse horizontale de temps, de voir à quelle distance il peut arriver. Puis je aussi le lien de... OK. C'est le lien pour télécharger le logiciel. C'est un logiciel qui est gratuit. Ça marche un peu comme GeoGebra. C'est un logiciel en Java. Il est même possible de le démarrer en ligne, là, en cliquant dessus, il ouvre. Si vous avez, c'est ça, avec le renouveau qui arrive et tout, ça rentre vraiment dans cet esprit-là d'investigation d'idées mathématiques, d'idées scientifiques aussi, donc d'investiguer une situation à partir de la vidéo, à partir de différentes choses. Copier, puis j'ai ici une dernière petite chose à vous envoyer. Je vais vous l'envoyer tout de suite dans le clavardage pour être sûr que ça fonctionne du premier coup. Donc, c'est des fiches au fichier PDF là, que j'ai fait sur les notions de base, justement, comment insérer la vidéo, comment insérer les axes, pointer l'objet qui se déplace, calibrer la vidéo. Donc, le lien est dans, c'est un document PDF là, qui peut être utilisé par les enseignants ou par vous-même pour amener ça en classe ou vous faire la main dans un premier temps avec ça avant d'amener ça à vos élèves. Est-ce que, France, je disais que tu avais des questions, libre à toi de les poser. Ben c'était juste que je faisais un commentaire que ça pourrait avoir lieu dans le cours de physique de secondaire 5 dans le renouveau, là, hein? C'est là que tu voyais ça? Ça rentre très bien dans un cours de physique, comme ça rentre. On commence déjà à voir le mouvement en secondaire 4 dans les cours de sciences. On commence à voir aussi là, le mouvement uniforme, mais pas nécessairement accéléré, les vitesses constantes. Ça peut être différents champs, juste pour amener à comprendre c'est quoi la vitesse. Et si on demande à un élève de dire, ben ok, il y a quelqu'un qui passe en avant sur ton terrain, comment tu pourrais savoir à quelle vitesse il marche? Ben là, je peux chronométrer entre le début du terrain, la fin du terrain, puis mesurer le terrain, puis trouver. Ok, s'il passe à vélo, si c'est un auto qui passe, un avion qui passe dans le ciel, comment tu ferais maintenant pour déterminer la vitesse d'une mouche qui vole dans ta maison? Quelle vitesse elle va? Tout ça pour amener l'idée de référentiel puis de positionnement, tout ça. Et ce logiciel-là, ben, à partir de vidéos, nous permet de dire, ben, on a besoin d'une échelle de temps qui est donnée par la vidéo. Après ça, on a le pointage, mais ça prend des axes. Puis le vidéo que je vous ai montré du train, là, ben là, on est dans le relatif, par rapport à la Terre, par rapport au train. Donc, il est possible d'amener ces discussions-là à travers le logiciel. Encore là, dans une espèce d'animation avec les élèves sur le sujet. Parce qu'avant d'être capable de laisser les élèves utiliser cet outil-là comme un outil d'investigation de la réalité à partir des vidéos ou des séquences qu'ils font, ben, ils ont besoin d'un certain apprivoisement puis de découvrir le fonctionnement du logiciel. Parce que si on n'a pas un petit tutoriel ou un petit quelque chose pour nous partir, c'est pas un logiciel qu'on ouvre qu'on dit ah oui, ça sert à ça puis ça fait ça. C'est vraiment un logiciel spécialisé d'analyse vidéo en sciences. Bon, il faut qu'on connaisse les principes de base, puis le logiciel de Pasco dont tu parlais la dernière fois, c'est le même principe. Les caractéristiques sont les mêmes. Tu mets la vidéo, tu calibres, tu pointes, puis là, ben, les calculs, l'ordinateur fait le reste des calculs en arrière. Fait que ça permet aussi d'analyser plusieurs situations. Par exemple, si je prends, je pense, un véhicule sur un plan incliné. On a le rail, là, on le monte de 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 40 degrés. Mais c'est quoi l'influence? C'est quoi? Est-ce que quand on double la pente, on double la vitesse en bas? Est-ce que là, on peut tout analyser ça avec la vidéo, puis assez rapidement, comparativement au ruban étincelle ou à
à d'autres méthodes. C'est sûr que si on utilise des capteurs par exemple de Vernier ou de Pasco qu'on peut mettre sur des rails puis on fait passer le véhicule dedans, il est capable de nous calculer la vitesse et tout. C'est une autre façon, mais on peut sinon amener l'élève à analyser la vidéo qui est prise. Puis maintenant que les élèves ont des téléphones cellulaires, des iPods, des ci, mais les vidéos peuvent être faites très facilement, une vidéo d'expérience ou sinon une petite webcam ou une petite caméra dans le lab de sciences qui permet de filmer ce qui se passe, puis rapidement on envoie ça à l'ordinateur, puis on l'analyse. Ça permet encore une fois, comme en science, de faire rentrer le réel dans la classe. Comme on peut prendre un ballon qui tombe d'une maison, un enfant qui botte un ballon de soccer, un joueur qui lance une balle de baseball, un frisbee, puis d'en analyser le résultat, là. C'est toujours la question qui revient. En enseignement individualisé, comment que tu arrêtes tous les élèves à un moment donné, puis tu impliques tous les élèves, même s'ils sont pas au même niveau, puis ils sont pas dans la même matière? Moi, les enseignants, en fait, j'en ai discuté avec des enseignants de sciences, ceux qui tendance, c'est la même chose avec les profs de français, avec le renouvelot. Moi, j'ai des profs de français, puis mais de modifier, l'organisation de la classe. Eux autres, en français, entre autres, il y en a deux profs qui travaillent ensemble, qui ont pris une leçon, ils ont modifié l'organisation. Ils ont essayé de secondaire 1 ensemble, secondaire 2. Fait que dans la classe, ils fonctionnent par îlot de 6 personnes. Et elle se promène dans ces îlots-là, puis elle fait des présentations. Entre autres, Antidote, le logiciel qui est là, oui, mais tu peux pas dire à un élève va utiliser Antidote. Ils ont besoin de connaître le logiciel. Il y a plein de fonctionnalités, de comment on approche un peu le même principe que ce logiciel-là. Mais ces profs-là, au début, ils font un peu de vocabulaire. Fait qu'au début du cours, ils lisent le journal, puis là, ils demandent aux élèves 3-4 mots. Puis là, ils tapent les mots d'Antidote dans le dictionnaire d'Antidote, puis qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce mot-là? Ben là, on peut voir les définitions, qu'il y a 3-4 définitions, parce qu'il y a différents points verts, comment ça se met au pluriel, on peut aller voir, y a-t-il des synonymes. Là, ils font juste, ça dure 15 minutes, ils font ça au canon dans la classe. Là, il y a du 1 à 5 dans ce classe. C'est un peu le même principe, je pense, c'est d'apprivoiser ça comme ça, pour les amener plus tard, tu sais, comme nous autres, la démarche qu'on fait avec Antidote, là, après la relâche, il va commencer à avoir des élèves qui vont écrire des bouts de texte, puis là, ils vont explorer leur texte à l'aide d'Antidote. Mais ils vont connaître le logiciel Antidote. Là, ils vont être en mesure de l'utiliser comme un outil. Mais avant ça, je peux pas leur dire, go, voici dans le tracker, là, puis analyse-moi la vitesse. J'ai aucune idée de comment ça marche, de qu'est-ce que ça peut faire, de qu'est-ce que ça peut me donner. Comme logiciel. Fait que si moi, comme prof, j'amène des situations où les élèves m'amènent des vidéos, puis là, on essaie de réfléchir ensemble si on n'a pas toutes les données, qu'est-ce qu'on est capable, jusqu'où on est capable de tirer des données, c'est quoi le pourcentage d'erreur ou la fiabilité des résultats qu'on obtient? Ben là, tu sais, sur la longueur de l'auto, on est sûr que c'est ça, quand on la mesure, on est, pour amener, ben là, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas des données exactement parfaites comme dans les problèmes de physique, où là, quand on les a dans le livre, c'est pas des problèmes, en fait, c'est des problèmes de la réalité, mais ils sont tellement épurés que là, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est sûr qu'on n'a jamais des résultats comme ça quand on analyse des vidéos, parce qu'on faut tenir de ces contraintes-là qu'on n'a pas. Là. Ça, je pense que c'est une façon. Est-ce que c'est la solution idéale? Je suis pas sûr. Je pense que aussi que la structure de l'éducation des adultes ne favorise pas nécessairement ce type de présentation ou d'utilisation-là. Je veux bien monter une situation pour la présenter à 1 ou 2 élèves pour qu'ils investiguent telle réalité à l'aide de l'analyse vidéo ou tel texte à l'aide d'Antidote ou tel problème mathématique à l'aide de la vidéo. Mais le cheminement entre le moment où ils vont être capables de le faire tout seul dans une situation puis le moment où j'ai l'idée de le faire, il faut que je me fasse un plan de match pour amener les élèves à une certaine autonomie là-dedans. C'est sûr que le temps d'en arriver là, j'aurais besoin probablement de faire des capsules pendant un certain temps, de poser des petits problèmes aux élèves à investiguer ensemble, de développer des tutoriels ou des fiches d'aide qui fait que quand je suis devant mon logiciel, ok, moi j'aimerais ça investiguer la vitesse, là. Comment je m'y prends? Là, il y a peut-être un fichier PDF ou un document plastifié de 2 pages recto verso qui me dit pour investiguer la vitesse, il faut que tu procèdes de telle façon. Il faut quand même que l'élève ait décidé que c'est ça qu'il voulait aller voir, mais là, il y a de l'aide à côté pour la partie, si on veut, technique. Je pense qu'au fil puis le cheminement, mais si on en fait un peu en 2, en 3, ou un peu en 3, un peu en 4, un peu en 5, dépendant du sujet, à un moment donné, on est capable d'aller plus loin. Et si le prof de 5 il exige que moi, en français,
il va avoir des présentations faites avec PowerPoint, mais s'il n'y a jamais personne qui en a exigé avant, ben les PowerPoint ne sont pas très élaborés. Mais si les élèves y en font depuis secondaire 1, il va être capable d'introduire des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles façons de faire. Là, c'est encore la complexité de dire, ben là, est-ce qu'on s'entend tout là-dessus, quel cheminement on fait? Même chose pour les cours de sciences. Les cours de 3, ils sont pas, ils donnent pas de crédit pour le diplôme, mais est-ce qu'ils sont préalables aux cours de 4 et 5? Si tu arrives en maths de 4, puis t'as pas tes maths de 3, on va te donner tes maths de 3. Mais si tu arrives en sciences de 4, puis t'as pas ta science de 3, on fait quoi? Il y a cette réflexion-là qu'il va falloir faire aussi pour outiller les élèves avec les différents concepts, là, de voir comment on va développer l'organisation des classes, entre autres avec les laboratoires et les ateliers. Parce que dans nos centres, nous, on n'a pas d'appariteur, entre autres, pour monter des labs ou monter des situations, le matériel, entre autres. Comment on va gérer toutes ces choses. Ouais, ben, il y a des choses plus complexes que d'autres. La modélisation, ça demande une meilleure compréhension. Juste l'analyse, les concepts sont pas très... Tu sais, pour faire l'analyse, j'ai besoin de sélectionner la séquence que je veux. J'ai besoin d'établir l'axe des X, Y, puis j'ai besoin de pointer mon image. Après ça, ben, tous les calculs sont faits. Je me promène à travers les graphiques, puis j'investigue les graphiques comme si j'avais les mêmes graphiques dans mon cahier. Fait que la technique n'est pas très compliquée. C'est de trouver comme enseignant des vidéos ou des extraits, puis des problèmes, des questions qui vont les amener à investiguer ces aspects-là. L'utilisation n'est pas si compliquée, mais c'est sûr que c'est pas une façon dont les élèves sont habitués à travailler non plus. Tu sais, là, ici, on parle de l'analyse vidéo, mais si on prend une situation d'apprentissage en sciences de 4 ou en physique de 5 qui provient, entre autres, mettons, du secteur jeune, puis on la dépose sous le bureau d'un élève de 5, puis on lui dit « fais-moi ça », ben, il va être aussi, quant à moi, mal pris parce qu'il n'est pas habitué à réfléchir, à établir son propre protocole, à contrôler ses propres variables, parce que souvent, ce qu'on retrouve dans les cahiers de sciences présentement, ben, c'est le protocole écrit, puis on prend les données, puis on fait le tableau, on fait le graphique, puis on répond à la question. Mais si je dis, OK, voici plein d'éléments que j'ai trouvés sur autre, je pense à une situation en sciences de secondaire 2 du secteur jeune, on a trouvé ça dans son estomac, tel type de roche, tel type d'affaire, ben là, es-tu capable de me dire c'était quel genre de personnage à être la charte? Là, OK, comment j'investigue les différents objets pour déterminer si c'est un acide, c'est une base, genre, va falloir que je regarde la cellule pour savoir s'il mangeait de l'animal ou du végétal. Mais là, il faut que j'établisse un protocole clair qui soit reproductible par un collègue à côté, un élève. Donc, si je présente ce type de situation-là déjà à des élèves de 5 ou à des élèves de 4, ils vont avoir de la difficulté à le résoudre parce qu'ils sont pas habitués de travailler comme ça. Puis là, je parle pas d'analyse vidéo, je ne les mets pas devant l'ordi. Je fais juste leur présenter une situation d'apprentissage dans laquelle ils doivent dire qu'est-ce que je cherche, quelle est mon hypothèse, quel est le protocole que je vais établir pour vérifier cette hypothèse-là, quels sont mes résultats, est-ce que ça correspond, et tout un aller-retour en ces différentes phases-là.